Bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Le temps est venu d'un petit bilan. Olivier Revol a accepté l'idée de 5 conférences en un an quand il a su le travail que nous entendions mener. L'association Les Saint-Exupériens a assuré la logistique et la dimension technique ainsi que nous l'avions proposé. Ainsi, chacune des associations du collectif a pu maintenir ses missions de proximité en direction des parents et des jeunes. Grâce à Olivier Revol, nous rassemblons dans une même dynamique d'information et d'échange le plus grand nombre de familles et d'acteurs professionnels, favorisant ainsi l'interconnaissance. Avec notre enquête du printemps en direction des parents de Savoie, nous avons recueilli leurs difficultés, le permettant de les exprimer, et nous chargeons par là même d'en faire part au monde de la santé, du social et de l'éducation nationale. Je vous invite maintenant à écouter le bilan d'audience avec Christian, la suite de notre travail avec Claire, le témoignage de Séverine, professeure, et l'éclairage de Sophie, infirmière en pratique avancée santé mentale. Nous avons démultiplié l'impact des conférences grâce aux belles salles pour les présentiels et aux visioconférences simultanées qui ont suscité l'inscription d'environ 4200 personnes. En Savoie, plus de 2000 personnes se sont inscrites à nos conférences. Notre site Neurodiversité Savoie a reçu en un an plus de 50 000 visites, avec 1200 visites les mois sans événement. Les pages de chaque conférence, avec l'article compte-rendu et les vidéos des échanges, sont bien vues et revues, réactivant l'information des soirées elles-mêmes. Notre public savoyard se répartit ainsi. Parents et familles représentent 1300 personnes. Enseignants et personnel de l'éducation, 700 personnes. Plus de 400 personnes pour le monde de la santé et presque 300 pour le monde du social. Cependant, ces données satisfaisantes sont à mettre en perspective. En Savoie, sur 75 000 enfants et adolescents, on peut supposer que 9 à 12 000 jeunes sont porteurs d'un trouble du neurodéveloppement. Les actions de sensibilisation doivent être poursuivies. En tant que Neurodiversité Savoie, il nous reste à aborder le spectre de l'autisme en complément du travail important qui se fait déjà en Savoie avec Autisme 73, l'APEI et les équipes du CHS de la Savoie. De plus, nous espérons un jour être en mesure d'aborder le trouble du développement intellectuel d'origine génétique, accidentelle ou pathologique. Il nous semble également important d'aborder à l'avenir plusieurs sujets qui gravitent autour de la neurodiversité. Colère et régulation émotionnelle. Éduquons nos enfants sans violence. Que faire en attendant le début des soins orthophoniques? Enfants rêvés, enfants réels. TND et monde du travail. Nous essayons d'assurer une veille d'information à retrouver sur l'onglet ressources du site. Nous restons attentifs au travail qui se fait avec la Société française du TDAH, la Commission interministérielle des TND et avec les associations nationales telles France TDAH, Fédération Anapédis, Autisme France, la Maison de l'Autisme, etc. Pour ce qui concerne les enseignants en Savoie, ils ne bénéficient pas tous de formation initiale et de formation continue aux troubles du neurodéveloppement. 2 professeurs ressources départementaux autisme et TND travaillent à améliorer la formation des enseignants et par là même l'accueil des élèves. L'école inclusive concerne 4% des enfants, tout handicap confondu. Il y a encore des enfants porteurs d'un TND qui ne bénéficient pas des aménagements scolaires éducation nationale dont ils ont besoin. Donc la connaissance des TND par tous les enseignants et la mise en œuvre des compétences psychosociales pourraient améliorer la prise en charge des difficultés de comportement et d'apprentissage des élèves. Hormis la Maurienne pour le moment, le maillage de professeurs référents formés et compétents sur tous les territoires de Savoie tente de répondre avec justesse aux besoins des enseignants. J'ai moi-même bénéficié de cette aide en début d'année pour 2 de mes élèves.
Je peux témoigner de ma satisfaction de les voir progresser et évoluer en confiance. Je peux également témoigner de la qualité des échanges avec leurs camarades qui sont attentionnés et font preuve d'une empathie naturelle. Depuis novembre 2021, le premier module de formation sur les troubles du neurodéveloppement est proposé en ligne à l'ensemble des professionnels de santé, dont les médecins. Ce temps de formation continue a été complété en décembre 2023 par un second module pour les internes du 3e cycle de médecine. La formation des professionnels de la santé occupe une place essentielle dans la prise en charge de cet enjeu de société et de santé publique. Cette démarche, qui date du plan autisme de 2018, suivi du plan gouvernemental troubles neurodéveloppement de 2023, signe une prise de conscience généralisée qui s'articule avec les grands projets territoriaux de santé mentale. Depuis septembre 2024, la Haute Autorité de Santé propose d'élargir la pose du diagnostic aux médecins généralistes et pédiatres formés préalablement au diagnostic du TDAH. L'objectif est d'accélérer la prise en soin, d'améliorer la qualité de vie des personnes concernées, selon le souhait de la commission interministérielle des TND menée par le docteur Étienne Pau. Les communautés territoriales professionnelles de santé se mobilisent localement pour apporter des ressources tant au niveau de la formation qu'au niveau du développement de groupes de travail afin d'atteindre cet objectif et d'ainsi améliorer et faciliter les parcours de soins, de santé, de vie de l'ensemble des personnes concernées par le TND. Certains territoires, comme celui de la ville de Chambéry, souhaitent s'impliquer et s'intéressent au sujet, car les enfants concernés par un TND, comme tous les enfants, fréquentent les centres sociaux, les services jeunesse et le monde associatif. La recherche sur les troubles du neurodéveloppement s'intensifie. La prise en compte sur un plan politique est récente. Le budget pour appliquer les lois votées peine à répondre. Il reste du travail, c'est certain, mais les mentalités progressent. Que de chemin parcouru en un an, grâce à Olivier Revol, dont la présence à nos côtés a facilité notre rapprochement de différentes instances du monde de la santé, de l'éducation et du social. Notre initiative est soutenue par différents responsables en charge de la population et des familles, UDAF 73 et les villes de Chambéry et de la Ravoire en premier lieu, et que nous remercions particulièrement. Nous pouvons vous assurer de la volonté d'un maillage territorial amélioré d'organisation des soins. Nous pouvons vous assurer des efforts de l'éducation nationale où les professeurs, AESH, infirmières scolaires et assistantes sociales et encadrement administratif essayent de faire face aux problématiques sociales et de santé qui affectent la jeunesse. Nous assurons que le travail sera d'autant plus dynamique et efficace qu'il se fera en confiance et dans un même état d'esprit collaboratif. Ne l'oublions pas, les enfants sont toujours les premiers bénéficiaires d'un climat apaisé. Et puis, on voit le chemin parcouru. En moins d'un an, on est parti d'une petite équipe. Et puis maintenant, vous avez la puissance de votre groupe, c'est de fédérer tous les gens que vous avez fédérés là. Et donc, je suis très fier de faire partie de cette entreprise. C'est une bonne question, Arthur. D'abord, il faut comprendre qu'on n'est pas seul, même si on est une minorité quand on est comme ça. On n'est pas seul, que les autres, c'est plus par méconnaissance que ça se passe pas bien et qu'ils ne comprennent pas. Comme je l'évoquais, rechercher un ou deux qui sont comme nous. Et puis, je suis persuadé qu'Arthur en connaît un ou deux ou plusieurs dans l'école. Peut-être aller leur expliquer aussi. C'est pareil pour le TDAH, c'est pareil pour les TND. J'aime bien quand j'ai plusieurs adolescents qui ont fait ça, qui ont proposé aux profs de français, par exemple, de faire un exposé dans la classe sur qu'est-ce que c'est que le haut potentiel. Rappelez-vous les deux petits gamins de Mireille Dumas, là. Hein, à partir du moment où on explique aux autres, combien d'adolescents m'ont dit, mais c'est vrai qu'au début, je n'y croyais pas trop, mais quand je leur ai expliqué pourquoi j'étais comme ça et pourquoi j'étais isolé, ils se sont rendus compte que c'était intéressant. Ça demande, Arthur a raison, ça demande un gros travail d'adaptation. Et puis on se demande pourquoi c'est à nous de s'adapter aux autres et pas aux autres de s'adapter à nous.
Mais honnêtement, ça marche. Et puis, dernier conseil que je dirais à Arthur, c'est tu es plus à l'aise avec les adultes qu'avec les adolescents. Ouais. Un jour, tu seras adulte au milieu des adultes. Donc, tu es en train de vivre, comme disent les ados, ta plus mauvaise vie maintenant. Mais le temps joue pour toi. Et un jour, tu verras que tout se passera bien. Dans le TDAH, il y en a beaucoup de gamins qui sont énergétiques, mais même la journée, parce qu'ils ne prennent pas le temps d'aller faire pipi, et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de jouer et puis c'est trop tard. Dans le haut potentiel, oui, j'ai remarqué qu'il y avait souvent une certaine énurésie qui dure un peu plus longtemps. Vous savez, c'est l'énurésie, qu'on appelle l'énurésie primaire. Hein. Il y a deux choses différentes dans l'énurésie. Faire un petit truc médical. Il y a l'énurésie primaire, c'est le gamin qui n'a jamais été propre et qui a fait pipi au lit jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 ans. Ça veut dire qu'il a une immaturité vésicale. Et en général, son père ou sa mère l'ont eu aussi, et c'est génétique, et ça va passer. Rien à voir avec l'énurésie secondaire, c'est-à-dire un enfant qui a été propre et qui se remet à faire pipi au lit. Donc là, à ce moment-là, c'est un symptôme psychologique. Donc c'est intéressant de différencier les deux choses. Donc par rapport à la personne qui a posé la question, si ça a toujours existé, bah, vous laissez faire. Un jour, la maturité va se faire. Si, au contraire, il y a eu un moment où les lits étaient secs tout le temps, les nuits étaient sèches tout le temps, et là, il se remet à faire pipi, c'est qu'il y a un petit malaise et qu'il est en train de clignoter, d'alerter. Ça vaut la peine d'en parler à son médecin et éventuellement voir un psychologue. Alors, il y a un certain nombre d'enfants, et effectivement, c'est une très bonne question, parce que j'en vois beaucoup, qui sélectionnent leurs aliments, qui ne supportent pas certains aliments. Comme, rappelez-vous, ils ne supportaient pas certains habits qui grattent. Ils ne supportent pas certains aliments du fait de leur texture, du fait de leur couleur. Et je pense qu'il y a un lien avec le haut potentiel. Je crois qu'il faut, là encore, c'est pas dramatique. Il faut petit à petit les aider à manger un petit peu de tout, mais certainement pas se bloquer là-dessus. En plus, quand on est à haut potentiel, quand on fixe, quand on se bloque sur quelque chose, c'est là qu'il va résister. Je pense que la question, c'est qu'il aurait pu fausser le test, qui est vrai. Dans le test, hein, il y a des épreuves, comme l'épreuve de symboles, l'épreuve de code, où si on n'a pas des bonnes stratégies visuelles, on ne va pas avoir des bons scores à ces épreuves-là. Donc, effectivement, si la question est, est-ce qu'un trouble neurovisuel, c'est-à-dire les stratégies qu'on met en place pour observer, qui vont nous servir d'ailleurs pour trouver des détails sur une feuille de cahier, pour comprendre ce qu'on nous demande, etc. Oui, ça peut masquer, bien sûr, un potentiel. Comme d'ailleurs, tous les troubles du neurodéveloppement, des stratégies visuelles, comme tous les troubles du neurodéveloppement, peuvent masquer pendant longtemps un HP. J'ai du mal à y croire. Mais je veux rappeler quand même quelque chose d'important sur les tests de QI, c'est que le test de QI, c'est un cliché. Vous faites un cliché de votre enfant, une photo de votre enfant. S'il est souriant, il est souriant. S'il n'a pas envie de sourire, il ne va pas sourire. Et vous n'allez pas vous dire, en voyant faire la gueule sur le truc, le gamin, il est moche. Non. Et à un moment donné, on lui a fait un test et il n'était pas disponible. Donc, s'il a eu un haut potentiel à un moment donné et qu'il l'a plus 3 ans après, ça vaut la peine de refaire le test 1 an après. Vous savez qu'il faut 1 an entre les deux épreuves pour éviter un apprentissage. Ça vaut la peine de le refaire. Mais si l'enfant il est préoccupé, rappelez-vous l'histoire, l'image de l'appareil psychique, le cerveau qui est trop plein de choses. S'il est préoccupé, s'il est fatigué, s'il n'est pas motivé, s'il est opposant, il peut bien entendu, ça peut faire diminuer le test de QI. Donc, non, on ne perd pas des neurones en route comme ça. J'ai jamais vu ça. En fait, bien sûr, plus vous avez des facteurs qui vous différencient du groupe standard, plus vous êtes à risque d'être harcelé. Parce que vous êtes TND au potentiel d'être harcelé. Mais c'est vrai que si vous multipliez les raisons d'être différent des autres, dans un environnement qui n'est pas très tolérant, c'est bien sûr plus compliqué. Alors là, c'est la parole aux enseignants, des décrochages scolaires. En fait, le décrochage scolaire, c'est quand il y a une rupture. Quand ça marchait, ça ne marche plus. Quand je travaillais, je ne travaille plus. Quand j'aimais cette matière, je l'aime plus. C'est-à-dire, dès qu'il y a un changement, c'est valable pour les HPI comme pour tous les enfants. D'ailleurs, honnêtement, tout ce que je vous ai dit sur les HPI, ça s'applique à tout le monde. Et ce qu'on va faire, tous les conseils que j'ai donnés, ça marche pour tout le monde. La marée fait monter tous les bateaux, les petits et les gros. Donc, c'est intéressant de voir que l'HPI nous donne aussi envie d'améliorer le bien-être de tout le monde.
moi, je veux absolument qu'on démystifie les classes Ulysse. C'est-à-dire que les classes Ulysse, c'est bien, c'est fait pour ça, c'est fait pour permettre de rester en primaire ou au collège, d'être décloisonné. Si j'ai une grande dyspraxie, ben, c'est sûr que je vais être en grande difficulté pour la technologie, pour, éventuellement pour les maths, pour la géométrie. Être dans ma classe Ulysse pour pouvoir avancer à mon rythme et puis retourner dans ma classe standard parce que je me balade en français, en anglais, etc. Il faut le faire. Et à l'inverse, si je suis dyslexique, aller en Ulysse pour le français et les langues, mais être avec tout le monde pour le reste, je trouve que c'est bien. Donc oui, je vais vous dire un truc, puisque la question a été posée. C'est pas un scoop, parce que ça fait longtemps que j'en parle, mais j'aimerais qu'un jour, avec l'éducation nationale, on fasse des Ulysses spécifiques pour les HP. C'est-à-dire qu'ils aient, à un moment donné, alors, le dispositif Ulysse, vous connaissez, hein, dans une école standard, il y a une maîtresse Ulysse ou une prof Ulysse qui s'occupe des enfants qui sont en difficulté. Mais si on disait, il y a un prof Ulysse, qui est un ancien HP, ou enfin un HP, qui était un ancien d'école, mais qui est HP, et qui, aujourd'hui, en technologie, on va parler de ça, mais toi, je sais que tu connais tout, et à ce moment-là, on les met, ils se retrouvent avec d'autres enfants HP de l'école, et avec cet ingénieur qui va leur apprendre à construire une fusée, etc. Pareil pour l'histoire. On va faire l'Antiquité grecque, mais je sais que tu connais l'Antiquité grecque depuis longtemps. On va aller en Ulysse, et là, avec le prof d'Ulysse, qui est un spécialiste de l'histoire de l'art, on va parler d'autre chose. Donc voilà, moi je voudrais qu'on démystifie l'Ulysse. L'Ulysse, c'est fait pour adapter des enfants et puis qu'ils puissent continuer dans le cycle standard avec leurs copains de proximité. Une question qui est connexe, et on me demande souvent, est-ce qu'il faut pas mettre mon enfant dans une école pour HP? Non. Ou une école pour TDAH? Non. Plus tard, il n'y aura pas un village de TDAH, un village d'HP, un village de dyslexique. Donc, il faut leur apprendre à rester dans le milieu standard. Mais si on peut leur éviter de s'ennuyer en étant dans des endroits où des classes spécialisées pour eux, c'est très bien. Alors, la réponse, elle est claire. Elle est claire. Le HP n'explique pas tout. On peut être HP bipolaire. On peut être HP et dépressif. On peut être HP et anxieux. Ce qui est différent de je suis tout ce qu'on a décrit aujourd'hui. Je me pose des questions sur le sens de la vie, sur l'avenir, etc. Et ça, c'est mon potentiel qui me fait poser ces questions-là. Et à ce moment-là, on ne parle pas de troubles. Donc, toute la complexité pour les soignants, pour les médecins, pour les psychiatres, les psychologues, c'est de se dire, est-ce que ce trouble du comportement, ce trouble de l'humeur est secondaire? Parce que je pense vraiment, au fond de moi, que le haut potentiel, à un moment donné, ça peut vulnérabiliser, ça peut rendre plus fragile, en particulier au moment de l'adolescence où on ne contrôle plus rien. Rappelez-vous, ils ont tout contrôlé. Là, ils ne contrôlent même plus leur corps qui se transforme, leurs émotions, etc. Donc, ça peut rendre plus fragile, même si, on l'a vu encore, après, ça sera plutôt un atout. Donc, voilà. Le problème, c'est que savoir est-ce que c'est le haut potentiel qui est responsable de cette fragilité? Dans certains cas, ça l'est. Mais est-ce que ça n'a rien à voir? Il est haut potentiel et bipolaire, et il existe aussi, comme on peut être haut potentiel, avec un trouble du spectre autistique. Oui, c'est bien d'avoir posé cette question, ça me permet de voir, j'ai oublié de dire un truc important. Je suis scotché. Dans le trouble anxieux, il y a un trouble anxieux particulier qui s'appelle les TOC. Et je suis scotché du nombre d'enfants et d'adultes à haut potentiel qui ont des TOC. Sauf que les TOC, chez l'enfant, l'adulte standard, on peut en avoir, ça va être haut potentiel, ça se voit. C'est des TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Hein. C'est se laver les mains 10 fois tuer. C'est pas pouvoir quitter la maison parce que je suis remonté 3 fois pour voir que j'ai bien fermé la clé. Ça, c'est ce qu'on appelle des rituels. Troubles obsessionnels, j'ai une obsession, la peur d'avoir pas fermé la porte. Compulsif, j'ai une compulsion, je vais aller vérifier si j'ai fermé. Le problème des hauts potentiels, là ça va vous parler, c'est qu'ils ont des TOC, mais ils n'ont pas des TOC qui se voient toujours. Et ils ont souvent des TOC qu'on appelle des TOC idéiques. J'ai beaucoup d'enfants à haut potentiel qui, leur TOC ne se voit pas, mais c'est répéter des suites de mots. C'est, dans la tête, faire des calculs. Je vais vous donner un exemple pour que ça vous parle. Il y a une gamine qui était en échec scolaire. Comme beaucoup d'adolescents à haut potentiel, vous m'avez déjà entendu dire, mais je vais le répéter, primaire parfait, secondaire parfait, fin de collège compliqué, et puis rentrée au lycée, effondrement. Parce qu'elle avait compensé une légère dyslexie, un TDAH, etc. Et quand je suis comme ça en difficulté et que je ne contrôle plus rien,
c'est là que je vais mettre en place des TOC, mais c'est inconscient. Le TOC, c'est quelque chose qui est fait pour contrôler la pensée. Quand j'ai peur d'être envahi dans ma pensée par des angoisses sur la mort, sur le sens de la vie, sur la sexualité, etc., je mets en place ces rituels. Et ces rituels-là, le fait de répéter en boucle, etc., c'est pour éviter de penser à des choses angoissantes. Je donne cet exemple, cette gamine qui vient me voir, elle chute en terminale. Mais vraiment, elle chute alors qu'elle était très brillante, en tout, tellement brillante que Parcoursup, ah oui, j'ai oublié de vous dire, Parcoursup, c'est un cauchemar pour les filles à haut potentiel. Il faut choisir. Et plus que tout le monde, choisir, c'est renoncer pour un haut potentiel, donc c'est insupportable. Et quand on a une fille qui est bonne de partout, et qu'il y a un prof de maths qui dit, toi, si tu ne fais pas une prépa ingénieur dans une belle école, c'est une catastrophe, c'est du gâchis. Et après, la prof de philo qui dit, toi, si tu ne fais pas une Hippocagne, j'arrête de travailler, je change de métier. Et Amy, elle arrive en pleurs. Quand ils ont comme ça trop de questionnements, c'est là qu'ils mettent en place des TOC. Bon, la gamine, elle chute en terminale. Et personne ne comprend pourquoi elle chute. Et même, il faut aller voir un psychiatre, elle dit, bah, si elle chute, c'est qu'elle rentre dans la psychose. Et moi, elle ne rentrait pas du tout dans la psychose. Je la voyais avec les yeux qui pétillaient et tout. Si vous n'avez pas l'habitude de ces filles à haut potentiel qui ont des TOC idéiques, ne lui posez pas la question. Comme tout à l'heure, le petit gosse, dans l'image que je vous montrais, s'il n'avait pas posé la question à la fille, qu'est-ce que tu fais dans la vie, il ne lui aurait pas dit qu'elle a des cicatrices. Donc, je la regarde, on est en janvier, et tout est en train de s'effondrer. C'est adieu, veau, vache, cochon. On m'avait promis que je ferais une prépa, et là, en maths, j'y arrive plus du tout. Alors, j'étais la première. Et je la regarde dans les yeux, la bichette, et je lui dis, dis-moi la vérité, est-ce qu'il n'y a pas des moments, c'est ça la question qu'on pose pour les TOC, est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu es obligé de penser à des trucs absurdes, ridicules, gênants? Un TOC, c'est absurde, ridicule, gênant. Laver 100 fois les mains alors qu'on sait que vous en avez. Se relever plusieurs fois dans la nuit pour vérifier si mon sac est prêt alors que j'ai déjà vérifié 2-3 fois, c'est absurde, ridicule, gênant. Est-ce que tu n'as pas des moments où tu penses à des trucs absurdes, ridicules et gênants et tu ne veux pas t'empêcher de les faire? Et là, la fille, elle ouvre les grands yeux, elle me dit, ouais, comment vous savez ça? Mon métier. Elle me dit, bah oui. Et tu peux me dire ce que c'est? Elle me dit depuis janvier, c'est important de savoir depuis quand. Hein. Toujours me demander depuis quand. Depuis le réveillon, maintenant, je ne peux plus voir une situation négative sans avoir peur de m'évanouir. Et à ce moment-là, je dois me répéter dans ma tête 3 fois l'inverse. C'est-à-dire que si je vois quelqu'un qui est pauvre, je dois me répéter riche, riche, riche. Si je vois quelqu'un qui est moche, je dois me répéter beau, beau, beau. Dans sa tête. Ridicule, absurde, gênant. Et elle me dit, mais c'est de pire en pire. Et plus j'essaie de lutter contre ça, plus j'en ai. Et là, j'ai eu un éclair de génie, ça n'arrive pas souvent. Et en maths, et là, elle a un sourire. Elle me dit, bah oui, vous avez compris, Doc. En maths, quand je vois un moins, je le transforme en plus. Imaginez le truc. Et comme tous les TOC, vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Il a suffi de lui faire dire ça pour que le TOC disparaisse. Alors, on a bourré d'antidépresseurs, etc. Donc, oui, pour répondre à la question, l'eau potentielle entraîne le trouble anxieux et il faut, à un moment donné, tomber sur un thérapeute en face qui comprenne que c'est pas une maladie mentale, qui comprenne que le haut potentiel est en partie responsable de ça, même s'il y a un terrain anxieux dans la famille, et donne du sens. Quand une gamine me dit « Doc, je ne peux pas prendre l'avion », non, c'est pas, qui me dit c'est horrible, je n'arrive pas à penser parce que dès que je pense à des trucs, j'ai peur que ça arrive. Et si je pense à un accident de la route quand maman part, ben, toute la journée, je ne peux pas les suivre en cours parce que je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Alors à ce moment-là, si vous avez l'habitude, vous dites je pense que si tu dis ça, c'est qu'un jour, tu as dû penser à quelque chose qui est arrivé vraiment. Oui. Et un jour, j'ai vu que la prof n'était pas là un matin. Et pendant tout le parcours pour aller à l'école, je me suis dit, je pense que la prof ne sera pas là. Et la prof n'était pas là. Donc depuis, j'en ai déduit que chaque fois que je penserais à un truc, ça pouvait arriver. Et comme j'ai pensé que maman pouvait avoir un accident, ça pourrait arriver. Alors, je lui démontre le truc. Et tu sais pourquoi? C'est pas ta pensée magique. C'est pas ta pensée qui a fait que ta prof n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé la veille? Ah ouais, maintenant vous me le dites, Doc, j'avais vu, et j'avais vu qu'elle avait une tête un peu bizarre, comme elle avait eu, la pensée analogique, comme elle avait eu 3 mois plus tôt, et elle était malade, et elle avait eu 15 jours d'arrêt maladie. Donc dans ma tête, j'ai fait le lien. Okay. Donc tu vois, c'est bien, tu as des intuitions, après vos intuitions de la petite fille sur la table, tu as des intuitions, ok, c'est bien. Maintenant, je vais te demander un truc.
quel est le pourcentage d'intuitions que tu as eues qui se sont révélées vraies? Ah ben, vous avez raison, ouais, il y en a 1 sur 1000, 1 sur 1000. Ben oui, maintenant tu vas repartir avec ça. Tu vas partir que 999 fois sur 1000, tes intuitions, elles sont fausses. Alors que toi, pour l'instant, tu penses que chaque fois que tu as une intuition, ça peut arriver. Donc voilà l'idée pour répondre à la question, donner du sens, répondre, et puis si jamais ça passe pas, ça ne suffit pas, sophrologie, relaxation, hypnose, EMDR, c'est le processus du truc, pour les aider à évacuer ces pensées psychiques qui sont parasites. J'ai en partie évoqué, c'est-à-dire qu'il faut forcément une prise en charge psychologique, mais il faut que dans cette prise en charge psychologique, on tienne compte de tout ça, que le psychothérapeute qui s'occupe de cette personne, enfant, adolescent ou adulte, introduise la dimension existentielle, la dimension philosophique dans la prise en charge. On ne peut pas faire une prise en charge standard, comme si on n'avait pas conscience qu'il y avait quelque chose du sens de la vie qui était en train d'envahir tout ça. Donc, c'est là que ce que je voulais dire tout à l'heure, que les associés, le rôle des associations est très important. N'envoyez pas la personne chez le premier psychothérapeute venu, même s'il est réputé, qu'il est très bon, il y en a des gens qui sont très bons, mais s'il ne connaît pas le haut potentiel, voire même, il y a quand même un certain nombre de thérapeutes qui n'y croient pas trop encore au haut potentiel, ça ne marchera pas. Donc, c'est là que ça vaut la peine d'appeler la permanence de l'empêche en disant qu'est-ce que vous me conseilleriez, qui me conseilleriez-vous comme thérapeute pour quelqu'un qui a une espèce de spleen et qui est connu comme à haut potentiel. Et là, on va vous orienter vers une personne qui ira directement l'essentiel. Il faut d'abord que quelqu'un puisse répondre à ça. Et ce n'est pas le conjoint, ce n'est pas les parents qui sont les mieux placés, surtout à l'adolescence. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une personne extérieure. C'est intéressant, votre remarque, vous avez tout à fait raison. Mais le nombre de parents qui me disent mais je ne comprends pas, vous, elle vous parle, nous, elle ne nous parle pas, par exemple. Parce que justement, je vais expliquer pourquoi elle me dit ça. Je demandais encore à une adolescente aujourd'hui, je lui dis mais tu es en conflit avec tout le monde, tu es en conflit avec tes copains, tu es en conflit avec tes profs, personne ne te comprend, visiblement. Et pourquoi tu reviens systématiquement bas? Elle me dit, ça c'est très important pour ces thérapeutes, je crois que vous êtes le seul endroit où je ne suis pas jugé. Or, les adolescents, les jeunes adultes actuellement, souffrent beaucoup du jugement des autres. Et quand vous avez le fameux syndrome de Schopenhauer, où vous donnez l'impression de vous effondrer sur le plan d'humeur avec une dépression sévère et que les autres ne comprennent pas, c'est compliqué. C'est pour ça qu'un intervenant extérieur il est fondamental. Pas forcément un thérapeute, vous avez raison. La personne ressource, ça peut être un prof principal, ça peut être une infirmière scolaire, mais il faut qu'il y ait un adulte extérieur à la famille qui puisse écouter sans être. C'est vrai que si c'est notre enfant, on est forcément impliqué, on est mal pour lui, donc on ne donne pas les bonnes réponses. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis très ouvert à ça. Puis une génération, on a tous fait une psychothérapie, une psychanalyse. Moi, je fais une psychanalyse. Mais parfois, ça ne marche pas. Parfois, ce n'est pas suffisant. Ceci dit, et d'abord, je te remercie de venir. Hein, c'est intéressant d'avoir des confrères qui sont là et qui s'intéressent à ça. La thérapie analytique, l'avantage pour ces enfants-là et ces adolescents et adultes, c'est qu'ils veulent comprendre. C'est-à-dire que c'est très important pour tout le monde, et surtout quand on est au potentiel, ce qu'on appelle la métacognition. C'est comprendre comment je fonctionne. Et si le thérapeute analytique peut lui donner des pistes, et intellectuellement, souvent, c'est intéressant pour quelqu'un qui a haut potentiel. Donc oui, ça peut être une question. Sauf si c'est un peu trop rigide, sauf si on est face à un thérapeute analytique comme j'ai connu moi à mon époque, hein, mon analyste, il disait un mot toutes les 3 séances. Hein. Donc parfois, il y en a qui adorent ça parce que ça leur permet de ne pas diriger leurs pensées. C'est ça le but du silence thérapeutique, hein, c'est pour ne pas induire des choses. Mais parfois, il y en a qui ne supportent pas et ça les renvoie au vide, donc c'est compliqué. Donc je pense qu'on ne peut pas dire c'est une indication, pas une contre-indication en fonction du haut potentiel, c'est en fonction des personnes qui ont le haut potentiel. Pour nous donner de l'élan par rapport à tout ça, oui, de partage, du courage, de l'envie d'être avec ces gamins, et puis surtout d'avoir vraiment espoir en eux, et surtout en tant que parents, vous détendre. Moi qui étais très tendue, je me suis rendue malade avec mon H2 10.
c'est vraiment la leçon que je retire de toutes ces années-là, c'est que j'ai augmenté son anxiété du fait de mon anxiété. Et là, soyez d'une extrême vigilance avec vous. Quand Olivier dit qu'il faut vraiment faire attention à vos parents, oui, faites attention à vous, parce qu'autrement, vous contaminez votre enfant qui est déjà anxieux de nature. Mais oui, rappelez-vous l'histoire du still face. Hein. Dès la naissance, ces gamins, ils sont branchés avec des antennes directement sur le psychisme des parents et vice-versa. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand je répondais tout à l'heure en disant il faut quelqu'un d'extérieur, à un moment donné, c'est très compliqué. Si vous avez un enfant HP, vous le savez, vous pouvez vous lever le matin, aller le voir, surtout à l'adolescence, et en fonction de la façon dont il va vous répondre, vous pouvez vous dire tiens, je vais voir comment je vais. Vous allez voir. Et s'il est agressif, s'il est irritable, c'est que vous allez mal. Donc, c'est très important de ressentir ça et de savoir qu'ils ressentent, même sans le savoir, vos émotions et que vous ressentez ces émotions et qu'à un moment donné, c'est ce que tu décrivais très justement, eh bien, ça fait flamber l'affaire. C'est une très bonne question, mais la réponse à la question, vous avez raison. Tant qu'on peut rester dans le système standard et que ça se passe bien et que ça demande quand même un effort à l'adolescent, il ne faut pas demander toutes les bosses non plus devant. Dans la vraie vie, voilà, il aura des difficultés. Donc, tant que ça marche, comment on voit si ça marche hein? Si vous étiez là, la dernière fois, vous l'avez entendu, hein, le fameux trépied. Comment voir si mon gamin est en souffrance à cause de son TDAH ou à cause de son haut potentiel ou à cause de son trouble 10? Trépied. Vie familiale, vie sociale, vie scolaire. Est-ce qu'il a des copains? Est-ce qu'il est invité d'anniversaire? Est-ce qu'il sort? Oui. Parfois, ses copains ne supportent pas trop, mais oui. Mais il y en a. 2. Est-ce qu'à la maison, il fait exploser la maison? Non, pas facile. Mais on est avec mon mari et ma femme, on a trouvé un moyen. Est-ce qu'à l'école, il s'effondre? Il a des moins bons résultats, mais ça tient. Tant que ça tient, ça, vous le maintenez dans le même système. C'est à partir du moment où un de ces trois piliers, ce trépied-là, sur lequel se repose la personnalité, et que ça ne va pas, il faut soit la psychothérapie, soit changer l'école. Je pense que l'idéal, c'est que toutes les écoles puissent s'adapter à tous les enfants avec des profils particuliers. C'est ça notre enjeu. Et je pense que c'est l'enjeu aussi de Neurodiversité Savoie, c'est ça. C'est qu'on sensibilise tout le monde pour que ça se passe bien partout. En fait, c'est que tout le monde se sent bien partout et soit accueilli partout avec ce qu'il a de différent. En fait, la notion d'inclusivité, elle est absurde. Parce que si on parle d'inclusivité, on estime qu'il y a des gens qui sont extérieurs au nombre, enfin à tout le monde. Donc, il faudrait arriver à supprimer cet adjectif de notre vocabulaire, de façon à ce que tout le monde soit accueilli à tout moment. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de pédagogie universelle, parce qu'il vient du Canada. Et bien, en France, on trouve le moyen de la baptiser. Alors, dans l'école inclusive, on a vu l'expression pédagogie universelle. Et quand on rentre dans le contenu, eh bien, on voit pédagogie inclusive. Non, universelle. C'est ce qu'il faut viser. Et là où tout le monde est bien, ce qu'on fait pour les enfants HPI, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qu'on propose aux enfants HPI, eh bien, ça sert à tout le monde. Alors, il y a quelqu'un que vous serez, j'espère, amené à connaître, Viviane Louis, qui est la coordinatrice du plan territorial de santé mentale, qui m'a expliqué l'autre jour qu'il y a eu une image absolument formidable, qui m'a parlé du plan incliné dans les villes, qui ont été faites à l'origine pour les personnes en fauteuil roulant. Et on s'est rendu compte que tout le monde s'en servait, les gens qui étaient d'arthrose, les enfants qui étaient trop petits, les mamans qui étaient enceintes, les personnes qui portaient un sac, une valise qui roulait. Et en fait, le plan incliné est quasiment le passage préféré pour tout le monde. Eh bien, il faudrait arriver à vivre notre société avec cette image-là en tête. On dit que c'est la conclusion. Allez, c'est la conclusion. Allez, merci à tous.